trop loin de ma fille, je suis trop loin de ma femme, voilà, ça va pas, je rate des choses. Et ma compagne me dit, chérie, fais un podcast, c'est bien quand t'en parles en fait. C'est bien quand t'en parles, on n'entend pas de mecs qui en parlent, en plus c'est chiant. Je crois que le premier mois, j'ai dû faire quelque chose comme 3000 écoutes. Premier sponsoring, premier contrat d'un mois, 3600 €, et où je me dis, ok, on peut gagner de l'argent. Moi, mon projet de vie, c'est pas d'être papatriarcat, c'est pas d'être entrepreneur. Moi, mon projet de vie, c'est de pouvoir accompagner mes enfants dans les meilleures conditions possibles par rapport aux valeurs qui sont les nôtres avec ma compagne. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast, Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Il déconstruit la société patriarcale au travers d'un des podcasts les plus écoutés de France. Cédric Rostand est le papa et podcasteur engagé derrière Papatriarcat, un podcast qui déconstruit les clichés autour de la paternité et la maternité, tout en explorant diverses formes de parentalité. Pourtant, cet ancien employé de McDonald's et la Fnac n'aurait jamais imaginé devenir entrepreneur et encore moins être à la tête d'un podcast cumulant plus de 2,5 millions d'écoutes. Manager et employé heureux, c'est quand sa femme Noëlla tombe enceinte de leur premier enfant que le monde de Cédric se voit chamboulé. Lui qui navigue entre Bordeaux son foyer et Poitiers son boulot, rêve de plus de flexibilité pour vivre avec passion son nouveau rôle de père. C'est finalement en subissant un harcèlement moral qui le forcera à quitter son poste qu'il se retrouve à la maison, le cœur comblé par la naissance de sa petite Sarah, mais l'esprit avide de s'occuper à nouveau. Et s'il partageait avec le plus grand nombre tout ce qu'il a appris pour se préparer à l'arrivée de sa fille sur l'éducation bienveillante au travers d'un podcast. Ce qui démarre comme un hobby et une envie de répondre aux interrogations qu'on lui fait sur ses choix de papa devient très rapidement un succès fulgurant. C'est alors que Cédric envisage sérieusement de faire de Papatriarcat sa nouvelle activité. Mais alors, comment monétiser un podcast sans compromettre sa vision engagée de la paternité ? Comment gérer de front une émission, l'écriture d'un livre, une activité de coach et une petite fille que l'on éduque à la maison ? Dans cet épisode, Cédric se livre sans tabou sur la naissance de Papatriarcat et comment il est devenu le pionnier d'un mouvement qui remet en question les stéréotypes de genre dans la parentalité. Découvrez les coulisses de son aventure entrepreneuriale et plongez dans une histoire inspirante qui vous fera voir la paternité sous un jour nouveau. Bonjour Cédric, bienvenue dans Biz & Bibs. Et bonjour Estelle, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de la façon suivante, prénom, âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Cédric, j'ai 41 ans, je suis pas loin de Bordeaux. Et ce que je fais dans la vie, ma première activité, c'est d'être papa de 2 enfants, Sarah et Lucas. Et ensuite, à côté, je suis podcasteur du podcast Papatriarcat, auteur du livre Tu veux être papa et Papa Sapiens, conférencier sur les sujets de paternité et de parentalité et coach, mais pas en parentalité. Ce coup-ci, je suis plutôt sur le développement d'entreprises et certains sujets plus personnels. Félicitations, déjà, ça fait beaucoup de casquettes. J'aime beaucoup que tu dises que tu te définisses comme papa en premier. Et oui, je pense que c'est important parce que souvent, on oublie ce pan-là, alors que du côté des femmes, du côté des mères, c'est plus assumé. On parle de working mom, etc. Moi, j'aime bien dire que je suis un working dad. Voilà, juste pour montrer que souvent, quand ce sont les femmes qui se présentent, ben voilà, elles vont dire qu'elles travaillent et qu'elles sont maman, ou plutôt qu'elles sont maman et qu'elles travaillent. Et il n'y a pas cette séparation, vraiment, c'est un mélange des deux, alors que les hommes, quand on se présente, généralement, on oublie totalement ça. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur la société, mais ça, c'est un autre sujet, peut-être.
Mais c'est rigolo que tu me dises ça parce que hier, justement, j'ai eu une interview pour un hors-série du podcast. Alors, je crois qu'il va sortir après cette interview-là, sur notamment la charge mentale des mères, la parentalité, le fait qu'il y ait beaucoup de parents qui se reconvertissent quand ils deviennent parents. Et elle me disait qu'il y a des études qui montrent. Et alors là, c'est parents, mère et père, hein. Mais une fois qu'on est parent, c'est vrai qu'on a tendance à se définir en premier comme parent. C'est-à-dire que c'est le premier trait d'identité, en fait, ou le trait d'identité le plus fort pour les personnes une fois qu'elles deviennent parents. Donc, c'est rigolo que tu aies commencé de cette façon-là. En tout cas, ça colle bien au résultat de l'étude. Oui. Euh, alors, tu disais, tu as beaucoup de casquettes aujourd'hui, un podcast, plusieurs livres, tu es coach. Mais j'ai envie de faire un petit retour en arrière, puisque on creusera ça dans le podcast, mais Papatriarcat, c'est né notamment du coup avec ton nouveau rôle de papa. Oui. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu faisais avant de créer tout ça? Alors, avant de créer tout ça, là aussi, si tu veux, c'est un peu pareil. Je vais parler de mon aspect professionnel, puisque bon, moi j'ai commencé. Alors avant, j'ai fait des études. J'ai une première année de droit, j'ai un doc de LEA, anglais, espagnol, italien, voilà, qui m'ont pas servi à grand chose. Ensuite, j'ai travaillé chez McDo pendant longtemps. J'ai commencé équipier pour finir directeur adjoint, et ensuite j'ai quitté ça pour essayer de monter une première entreprise en franchise. Malheureusement, les franchiseurs ont, ont arrêté leur développement, ce qui en soi est une bonne nouvelle pour moi, mais qui du coup m'a un peu planté. Hmm. Ensuite, du coup, j'ai fait différentes entreprises, magasins bio, logistique, etc. Toujours dans l'encadrement, de la gestion de centre de profit, et surtout l'accompagnement de l'humain. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect qui me tient à cœur, c'est que j'ai toujours aimé faire ce qu'on appelle le management, hein, d'accord. Donc c'est vraiment un aspect important. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière en entreprise chez Fnac Darty, enfin chez Fnac, plus concrètement, que ce soit à Bordeaux ou à Poitiers, dans la partie produits éditoriaux. Enfin, j'ai commencé en produits éditoriaux à Bordeaux, et ensuite j'ai fait tous les services qui peuvent exister à la Fnac, toujours avec cette idée d'accompagner l'humain et de développer l'autonomie des équipes. J'étais très Hmm. connu pour ça dans le secteur dans lequel je travaillais. Et pourquoi je te dis, voilà, j'ai parlé du pro, mais souvent on parle que du pro, comme si c'était juste le travail qui allait nous faire évoluer, nous définir. Moi, je pense que c'est important aussi de voir ce que d'autres choses nous apportent. Par exemple, j'étais arbitre de handball de haut niveau pendant pas loin de 10 ans. Et ça m'a énormément apporté. Tu te doutes bien que ce soit le Ouais. fait de côtoyer des coachs de haut niveau, des entraîneurs d'équipe nationale, le fait d'arbitrer moi-même à des hauts niveaux et d'être formé pour ça et pour tout ce qui est relationnel. Ça m'a aussi beaucoup blindé. Tu te doutes bien que quand tu prends des décisions qui peuvent être difficiles, je pense à une finale à Bercy devant 3000 personnes, où tu prends une Hmm. décision difficile, mais juste sur la dernière seconde du match. Ben voilà, et c'est intéressant parce que, si tu veux, ça t'amène vraiment à te dire, à gérer une certaine forme de pression, à accepter aussi qu'il y ait des gens qui puissent être très en colère contre toi, même si tu as raison. Ça, c'est Ouais. important de le savoir. Et ça a commencé très tôt, et ça m'a vraiment formé. Pareil aussi, j'ai une formation de coach au niveau du handball, en tant que cadre technique. Donc voilà, j'ai aussi coaché des équipes de hand en parallèle, etc. Et, euh, et ça, c'est Finalement, vraiment tu as beaucoup important. développé quand même tes compétences douces, on va dire, ton autonomie, ton management, Exactement. le lien social. Et là, tu me parlais d'une expérience en franchise qui a échoué. Et malgré ça, tu n'as pas voulu forcément te remettre dans l'entrepreneuriat. Tu as décidé de rebifurquer vers le salariat et du coup d'évoluer au sein d'entreprises, donc par exemple comme la Fnac. Ouais. Ça te tentait pas forcément de te mettre à ton compte même tout seul et de créer ta propre boîte pour le. Non, Enfin, parce que en tout à cas ce avant. moment-là, si tu veux, alors juste je termine sur le handball parce que c'est important aussi de dire qu'ensuite je suis devenu formateur d'arbitre de haut niveau pendant 6 ans. Ah Et ça ouais. aussi, ça a été très, voilà, ça a été très important, très formateur pour moi aussi. Et donc, si tu veux, toutes ces compétences-là, en effet, ça c'est venu s'ajouter à tout ça. Donc, en effet, comme tu le dis, cette première période, si tu veux, où il y a eu ce projet, cet échec de projet, tu vois, j'étais aussi dans une période où j'étais pas forcément sûr de, de ce que je valais, en fait, sur le marché du travail et même de mes compétences.
Et c'est le risque, tu sais, quand tu commences... je commençais chez McDo, j'avais quel âge? J'avais 19 ans. Quand tu commences chez McDo, j'y suis resté 11 ans. Donc le sport, ça t'a aidé finalement, enfin ton rôle d'arbitre t'a aidé à prendre confiance finalement en toi et en tes capacités. Ouais, et ce qui était vraiment intéressant, si tu veux, c'était que j'avais ces deux aspects, tu vois, donc du coup, dans mes premières années de vie professionnelle et donc de développement sportif, j'avais vraiment ces deux aspects qui se répondaient un petit peu. Parce qu'en fait, accompagner l'humain en entreprise, accompagner l'humain dans le sport, il y a quand même énormément de lieux communs. On pourrait même rajouter la parentalité, mais bon, ça, peut-être qu'on verra après. mais oui, il y avait ça. Mais si tu veux, en fait, à la fin de cette première expérience, du coup, déjà, si tu veux, j'ai quitté McDo avec un projet bien ficelé, tu vois. Et j'ai quitté McDo en me disant, je suis mon propre patron, même si c'est une franchise, voilà, je suis mon propre patron, etc. Comment dire? Et si tu veux, une fois que ce projet est tombé à l'eau, bah, tu te retrouves aussi à avoir un petit peu cette crainte de, même si tu as passé, parce qu'il y a les diplômes internes chez McDo aussi qui sont très intéressants par ailleurs, c'est une bonne école, ça reste une école, mais c'est une bonne école. Même si tu as tout ça, bah, tu sais, tu peux douter en fait. Tu peux douter et te dire, je sais pas moi, si ce que je sais faire, si ça intéresse vraiment des entreprises ou quoi. Et c'est là où en fait, d'avoir fait plusieurs petites tentatives dans d'autres entreprises, dans lesquelles je suis pas resté pour différentes raisons. Je pense notamment cette enseigne des magasins bio qui voulait que je contourne la loi et les règles d'hygiène alimentaire, donc ça c'était pas possible. Mais en tout cas c'était intéressant parce que si tu veux, sur des périodes comme ça de plusieurs mois, je me rendais compte que les compétences que j'avais, en fait, elles étaient bien transposables partout, tu vois. Et j'avais ce petit doute. J'aurais dû faire peut-être un bilan de compétences à ce moment-là, tu vois, ça aurait été, je pense, beaucoup plus pertinent. Tu l'as fait toi-même, en fait, sur le terrain, finalement, voilà, ce bilan de compétences. Exactement, tu vois. Mais j'aurais peut-être pu gagner du temps. Et si tu veux, au moment où je postule à la FNAC, en fait, je me dis, allez, j'y vais. C'est un poste de cadre, c'est de l'encadrement, j'y vais. Et ce qui a vraiment été hyper intéressant, c'est que là, j'ai rencontré une personne que je peux citer, qui s'appelle Myriam Vigési, qui est une personne formidable. Alors, il y a ma fille qui est à côté, qui rigole. Cool. Avec son petit casque rose, elle est trop mignonne. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je postule à la FNAC. Et donc là, pour resituer, là, t'as quel âge quand tu es à la FNAC? J'ai 30... on est en... Attends, fou là là, on est en 2014. On est en 2014, j'ai 31 ans. 31, du coup. J'ai 31 ans. Alors, pour la petite anecdote aussi... Pour la petite anecdote aussi... à quel âge? À 35 ans. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de mes 30 à 32 ans, pour différentes raisons personnelles, j'ai entamé une thérapie. Important aussi, ça, dans le développement personnel de soi, de la gestion de ses émotions et tout. Hyper important. Et c'est pas toujours facile pour les mecs de se dire je vais en thérapie, ça c'est important aussi de le dire. Non, tout à fait, c'est bien de le souligner, ouais. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'arrive là et moi je dis je connais rien en produits éditoriaux. Bon, j'adore lire, j'aime la musique, enfin j'aime la culture, mais je connaissais rien à la vente de tout ça et tout. Et voilà, et c'est vrai qu'elle elle m'a tout de suite rassuré en m'expliquant que en fait moi j'étais pas là pour être un vendeur, quoi, j'étais là pour être un vrai responsable, manager et tout, et qu'elle m'a dit moi je vois pas en quoi vous aurez pas les compétences. Et c'est vrai que à ce moment-là, du coup, je prends ce poste-là et je prends mes marques et je prends vraiment confiance là-dedans, et c'est ce qui va m'amener ensuite derrière à ne pas hésiter à prendre différents services, à changer de magasin, etc. Et à développer et à revendiquer mes compétences justement dans l'autonomisation des équipes, faire grandir ces équipes et devenir une référence sur le sujet dans la région ouest à la FNAC. Donc ça a été chouette. Et alors à 35 ans, tu deviens papa 35 ans, exactement. De Sarah. Exactement. Et comment est-ce que ça chamboule ta vie? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, en fait, en 2017, donc j'habite à Bordeaux, toujours. Ma compagne, étant chirurgienne dentiste, elle n'a pas le loisir de pouvoir être très mobile, t'imagines bien. Et en fait, je vais travailler à la FNAC de Poitiers à ce moment-là. C'est l'arrivée de la ligne grande vitesse aussi entre Bordeaux et Poitiers. Et parce que Poitiers-Bordeaux, c'est combien en voiture? C'est loin, non? En voiture, c'est 3 bonnes heures. Il y a 265 km. Mais en fait... tu les connais par cœur. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est pas intéressant, c'est que, si tu veux, la vie aussi, tu vois, est faite de choses incroyables. C'est que je suis arrivé à la FNAC, donc je suis devenu cadre à la FNAC au moment où FNAC lance un grand programme pour permettre à ses managers, à ses cadres, d'obtenir un master sur les compétences qui les concernent.
Et ça, Ah mais oui, c'est puisque hyper toi, important tu as pour moi. commencé finalement à travailler, t'avais pas de master encore. Exactement, j'avais rien à ce moment-là. Hmm. J'avais l'expérience. Et du coup, grâce à Fnac Darty, j'ai pu passer mon master en gestion de centre de profit avec une spécialisation en coaching. Et voilà, et pour moi c'était cool parce que du coup je me retrouvais avec 15 ans d'expérience Ouais. en Tu l'as entreprise fait un et peu à ailleurs. l'envers, mais finalement, ça t'a permis d'avoir un Exactement. nouveau regard sur tes études, quoi. C'est ça, mais c'est ça qui est super important aussi parce que si tu veux, aussi des managers qui sortaient d'école et qui découvraient le terrain, j'en ai croisé plein, tu te doutes bien. Et en effet, finalement, je pense que faire le parcours dans ce sens-là, c'est aussi très intéressant. En tout cas, on se heurte moins à des sujets d'ego, de manque d'humilité, etc. Donc, et on est beaucoup plus proche du terrain, je trouve. Ouais. Après, je dis ça, on trouvera toujours des contre-exemples. Il y a des managers formidables et très proches du terrain qui sortent des écoles, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, j'ai fait ça dans ce sens-là. Pour revenir à tout ce que tu dis sur la parentalité, donc à ce moment-là, je suis à Poitiers, on décide de tenter de faire un bébé, et donc je commence à Poitiers en juillet 2017, et en septembre ou octobre, je crois, on apprend que ma compagne est enceinte. Et là, c'est cool, c'est très très cool, parce que je suis... on attendait ça, parce que moi, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je deviens papa à 35 ans, mais en fait, j'ai eu cette envie de faire un bébé dès mes 28 ans. Mais c'était Ah pas le bon ouais. moment pour ma compagne. Ouais, et ça m'a pris au trip, comme ça. C'était, voilà, je voulais être Ouais, papa. c'est long, du coup, 7 ans d'attendre Ouais, pour c'est long, devenir ouais. papa. C'est Toi, long même et adolescent, par exemple, quand t'étais petit, tu t'occupais d'autres enfants, de petits absolument pas. cousins, d'enfants d'amis? Non, pas du tout? Absolument pas. J'aimais bien jouer avec les enfants, mais si tu veux, les tout petits, non. Et pour moi, Ouais, c'était normal de pas le faire. J'avais jamais vu un homme. Attention, hein. oui. Moi, il a fallu que j'attende peut-être mes 25... ouais, après mes 25 ans, c'est sûr, pour voir un homme s'occuper d'un bébé, changer une couche, etc. Je n'avais Ah ouais. jamais vu ça de ma vie. À Ouais, part, donc tu vois, t'avais pas eu peut-être de dans un modèle, ou en deux fait, dans films. ta vie et... Non, non, pas du tout. Hmm. J'avais aucun modèle dans ma vie. Et dans les représentations culturelles, les hommes qui faisaient ça, c'était toujours mal. C'était toujours maladroit. Oui, C'était toujours c'est en mode en comédie. C'est ça. Hmm, Et toujours en remplacement de la maman parce que la maman n'est pas là, parce qu'elle est malade, parce que ceci, parce que cela. c'est Euh, clair. donc, moi, c'était laissé leur présentation. Donc, si tu veux, je me projetais avec un enfant, mais avec un enfant plus grand. Déjà. Et donc, ça m'a travaillé. Et en même temps, c'est pas plus mal, si tu veux, que j'ai attendu que ça soit arrivé si tard, parce que je pense que j'aurais pas été le même père du tout, tu vois. Déjà, j'avais pas fait ma thérapie Hmm. à mes 28 ans. Et clairement, ça a tout changé. J'étais pas prêt, j'avais pas encore reconnecté avec mes émotions comme j'ai pu le faire en thérapie. Et je pense que j'avais pas non plus vécu ce moment, si tu veux, de remise en question après cette première période de chômage après le McDo, etc. Et donc peut-être que j'aurais manqué un peu de l'humilité nécessaire pour Hmm. remettre en question euh, ouais, le père que je pensais pouvoir être, etc. Et alors, Donc, pendant la grossesse, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne... Par exemple, ils ont du mal à se projeter en tant que papa tant qu'ils n'ont pas leur bébé dans les bras. Toi, dès que vous ouais. avez appris que ta conjointe était enceinte, c'était dans ta tête, c'était je vais être papa. Tu t'imaginais déjà ce petit bébé ou justement ça t'a mis un peu plus de temps et ça a été plus à la naissance que là, en la voyant, ça a été le déclic? Alors en fait, moi je pense que vraiment il y a un découpage qu'on peut faire en termes de devenir père, en tout cas me concernant. Il y a vraiment le découpage, je vais être papa, si tu veux, dans la conscientisation du truc. Ça, c'est arrivé tout de suite. Voilà, ça c'est arrivé Hmm. tout de suite. Dès que Noëlla m'a annoncé qu'elle était enceinte, ça c'est arrivé tout de suite. Ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai mis en place ensuite, parce qu'il y avait le parcours de Noëlla sur lequel j'avais beaucoup pas la main. Je rappelle encore une fois qu'à ce moment-là, je travaillais à Poitiers et que du coup, j'étais pas là une à deux nuits par semaine, j'étais pas là, tu vois. Ouais. Donc, et j'étais beaucoup en déplacement, du coup, j'étais beaucoup dans le train. Et en fait, j'ai mis ce C'était dur temps-là pour à toi de profit. pas t'impliquer comme ça dans la Bah, grossesse? en fait, non, pas, la grossesse, ça allait parce que, si tu veux, au niveau de la grossesse, j'ai fait les rendez-vous médicaux principaux et j'ai fait toutes les séances de préparation à la naissance. Ok. Donc ça allait, on discutait de parentalité, etc. Elle m'alimentait sur certains sujets. Et il y en a d'autres que j'allais chercher tout seul. Et c'est vrai que, si tu veux, ce que je me suis dit, c'est j'ai beaucoup de temps pour seul, en fait, que ce soit quand les soirs à Poitiers ou dans le train. Et en fait, j'ai mis ce temps à profit pour m'abreuver de connaissances sur le sujet.
que ce soit des livres, des podcasts, des documentaires, etc. Voilà, j'ai vraiment énormément Et est-ce consommé que ça de t'a contenu. intéressé dès le début? C'est-à-dire parce que tu l'as fait un petit peu peut-être par curiosité, puisque comme tu le disais, tu n'avais pas forcément eu de rôle modèle dans ta vie, dans tes références. Est-ce que tu l'as fait un petit peu, bon, il faut que je le fasse, et puis finalement, en creusant, ça t'a vraiment intéressé? Mais en fait, tu vois, encore une fois, les hasards de la vie sont formidables. C'est que à ce moment-là, je suis en train de préparer mon master. Donc, je suis en train de Ah, préparer mon master et dans une forme de management. Et si tu veux, ce qui est super intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je suis en train de lire des livres sur l'éducation bienveillante. Je suis en train on me transmet des informations sur ce qu'on appelle le management bienveillant. Et déjà, je m'aperçois de plusieurs choses. C'est qu'en fait, il y a des sources communes. Hyper intéressant déjà. Tu vois, par exemple, les pour travaux gérer ses d'Alan. équipes et élever ses enfants. Non, mais c'est ça. Mais en fait, par exemple, les travaux d'Alan Kazin, qui est un psychologue comportementaliste qu'on peut retrouver dans mon podcast par ailleurs, étaient cités comme source dans les encadrements d'équipe par rapport à voilà, comment renforcer un comportement qu'on veut voir chez un collaborateur, une collaboratrice, et inversement, tu vois. Donc c'était hyper intéressant. Et tout de suite, en plus, je me suis dit, je sens qu'en parentalité, je vais apprendre des trucs qui vont me servir dans le management. Et oui, Ouais. carrément. Carrément. Et ça, je pense que c'est un moment important parce que je suis en train de lire des livres de parentalité qui, pour certains, je l'entends, peuvent proposer un idéal de parentalité. Et si tu veux, moi, jamais je me suis projeté en me disant, ok, ça doit être dogmatique, ça doit être ceci, ça doit être cela. J'avais déjà, si tu veux, ce recul Ouais. vis-à-vis du management. Et donc, j'ai pas plongé comme ça dans une espèce de vision parfaite de la Mm. parentalité, ou un truc hyper exigeant, ou un truc sans nuance. Et ça, tu vois, maintenant, avec le recul par rapport au nombre de personnes que j'entends dire que si jamais ils osent lever le ton une seule fois sur leur enfant, son cerveau est détruit, sa vie est foutue. Alors moi, j'ai jamais lu ça écrit comme ça, hein, mais il y a visiblement des gens qui l'ont compris comme ça. Ouais. Bah, je me dis, ok, moi, en tout cas, ça c'est jamais arrivé. Et je Oui. pense que ça joue aussi avec ça, tu vois, avec ce parcours-là. Et c'est pour ça que ça s'entremêle déjà beaucoup. Et donc à ce Ouais. moment-là, si tu veux, j'ai ce parcours quand Noëlla est enceinte avec la FNAC. Donc je prépare mon mémoire, je prépare ma soutenance, je me prépare à être papa. Bien entendu, il y a le rythme du travail habituel. Voilà, donc Ça fait beaucoup il de y a de quoi, choses, quoi. il y a de quoi Et, faire. et à l'époque, j'ai envie de te demander, tu avais un congé paternité? Tu as pu profiter d'un congé Oui, quand ta fille est alors, née? ce qui s'est passé, pour être totalement transparent, c'est que, bon, moi je prenais mon congé paternité, ça c'était une évidence. À la FNAC, en plus, il n'y avait aucun débat là-dessus. Tu prends ton congé paternité. En plus, la FNAC faisait que j'étais payé à 100%, donc voilà, c'était chouette. Ouais, c'est des bonnes conditions, Euh, ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sarah, elle est née le 7 juillet, elle avait une date de terme au 4 juillet. Et il s'est passé plusieurs choses. Alors, j'ai dû un petit peu négocier avec mes collègues du comité de direction parce que tu te doutes bien que une enfant qui arrive et donc un congé paternité et voire plus qui arrive pendant les congés d'été de tout le monde, bah il y en a que ça fait Ah chier. oui. Soyons très clairs. Voilà. Donc Ouais. ce qui s'est passé, c'est que en termes de négociation avec mes collègues et en étant très soutenu par Thomas Bondou, mon directeur de l'époque, qui est à la FNAC de Poitiers et que je salue, euh, j'ai pu prendre mon congé paternité. Donc, C'était combien de temps à cette c'était 2 époque? semaines à ce moment-là. C'était 2 semaines. 2 semaines. Oh, c'est court. C'était 2 semaines auxquelles j'ai pu accoler des congés d'été. Donc, Ouais. encore 2 semaines. T'as bidouillé, quoi, du coup, J'ai pour pouvoir en bidouillé. profiter au maximum. Et en fait, Mm. ensuite, je suis parti. J'ai dû retourner travailler 2 semaines au milieu de l'été. Donc, la première quinzaine d'août. Parce que ça permettait à mes collègues, eux, de prendre leurs vacances sereinement. Ouais. Et ça a été dur et en même temps, ça a eu des avantages. Et ensuite, je suis retourné auprès de ma fille et de ma femme pendant 2 mois, en congé parental ce coup-ci. Donc Ah, d'accord. jusqu'à Ouais. mi-octobre, sachant que ma compagne, elle a repris le travail à fin septembre. Et Euh, est-ce que pendant ce congé, déjà, l'entrepreneuriat germe, c'est-à-dire le fait d'être à la maison, proche de non, ta fille, proche de ta compagne? Non, là, non, pas, tu te alors, disais, bah, je viens de passer mon master, j'ai envie de reprendre le taf, quoi. pas trop à ce moment-là, parce que j'étais bien. En plus, enfin, voilà, moi, j'ai aucun problème à le dire. En travaillant à la FNAC avec les gens avec qui je travaillais, j'étais bien. C'était un chouette boulot, Mhm. c'était des chouettes équipes.
Voilà, c'était vraiment bien. Je rajoute quand même dans les négociations avec mes collègues que ce qui avait été négocié aussi, c'était que les 2 semaines avant la date de terme, je n'ai aucune contrainte de présence, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des permanences souvent pour les cadres dans les magasins, donc soit d'ouverture, soit de fermeture, et on doit être là. Et en fait, j'avais rien de ça pendant 2 semaines. L'idée étant de dire que j'avais une voiture là-bas et Noëlla m'appelait, je partais. Yes, ouais, si jamais il y avait... Et ça, c'était le deal, puisqu'en fait, à la base, moi, j'étais pas du tout obligé de revenir au milieu de l'été. Hein. Je pouvais imposer mon congé parental et mes dates de congé parental. Mais le deal, ça a été ça, c'était de dire, ok, je reviens filer un coup de main pendant 2 semaines, mais en contrepartie, ce que je veux, c'est pour être vraiment présent pour ma compagne s'il y a besoin. Et donc, les 2 semaines avant le terme, peu importe ce qu'il arrive, je peux... Enfin, si on me dit pars, je pars. Et c'est ce qui s'est passé le 28 juin, par ailleurs. Le 28 juin, elle m'a appelé le matin, j'ai pris la voiture, je suis parti. Alors, ce qui va germer pendant le congé parental, puisqu'on est là, on est avec Noëlla et avec Sarah, les bébés, elle est trop chouette, il fait beau, il fait chaud, on se baigne, on dort plus, voilà. Mais bon, on s'aime, c'est merveilleux. C'est un moment merveilleux, je découvre ça, c'est incroyable, l'amour inconditionnel dans les yeux de ma fille, le bonheur malgré la fatigue, etc. Voilà, c'est merveilleux. Mais en effet, on va développer certaines idées, par exemple l'instruction en famille. C'est vraiment quelque chose qui va nous travailler dès ce moment-là, si tu veux. On va se renseigner dessus, on va voir comment est-ce qu'on va accompagner notre enfant. Moi, je vais lire, par exemple, John Holt sur les apprentissages autonomes, Peter Gray sur être libre d'apprendre. C'est intéressant parce que ça va aussi me donner des billes pour mon management à ce moment-là aussi. Donc tout ça, ça nous construit. André Stern, bien sûr, aussi, pour jouer. Je ne suis jamais allé à l'école. Mais on va avoir cette réflexion et on va atterrir à la conclusion, à la fin du congé parental, que de toute façon... D'ici à ce que Sarah doive être en âge de scolarisation, comme on voulait avoir l'instruction en famille, le modèle ne tenait que si j'étais en maîtrise de mes horaires, quoi. Et donc forcément en entrepreneuriat. Ok, donc là ça commence déjà un petit peu à germer. Finalement, le déclic, à commencer avec cette idée d'instruction à la maison de votre fille. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre le travail et que très rapidement, sur la fin d'année 2018, on va se rendre compte que j'adore ce que je fais. Vraiment, j'adorais ce que je fais. J'aimais vraiment beaucoup ce travail. C'était pas facile tous les jours, mais j'aimais vraiment beaucoup ce travail et les équipes. Mais ça va pas. Je suis trop loin de ma fille. Je suis trop loin de ma femme. Voilà, ça va pas. Je rate des choses. Ça ne me convient pas. J'en souffre. Oui, parce que tu continues d'être à Poitiers, on le rappelle, alors que tu habites à Bordeaux. Je suis toujours à Poitiers. Donc j'en souffre. Ma compagne, c'est pas ouf. Et ma fille, visiblement, le lien se délite un peu. Et d'ailleurs, j'ai envie de te demander, il n'y avait pas de Fnac à Bordeaux où tu pouvais être ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu pouvais pas te muter dans la ville où tu habitais ? Parce que c'est pas si simple que ça. D'accord. mais je vais t'expliquer. Hein. C'est juste qu'on finit cette année 2018 et on décide que ça peut pas durer. Et j'explique à ma compagne que moi je suis bien là où je suis et que voilà, entre-temps j'ai eu ma soutenance, etc. Donc j'ai validé mon master, etc. en fin 2018, donc ça c'était chouette. Et en fait on se dit, ok, on va se laisser l'année 2019 pour trouver une solution. Et ce qui va se passer, en effet, c'est que je vais en parler au RH assez rapidement, donc dès le mois de janvier 2019, en expliquant, voilà, moi maintenant je suis papa, et ma compagne, elle ne peut pas bouger sur Poitiers, elle a un cabinet dentaire, elle a les plus gros revenus, elle gagne 2 fois et demi mon salaire à ce moment-là, elle a les plus gros revenus de notre foyer, hors de question qu'on mette son activité en péril ou quoi, et elle peut pas bouger. Donc je voudrais qu'on me propose un poste dans le cadre d'une sorte de rapprochement familial. En plus, à ce moment-là, la Fnac vient d'acquérir, Fnac Darty vient d'acquérir Nature et Découverte. Donc voilà, je me dis, il y a peut-être encore plus d'opportunités. Ouais. Et là, en fait, c'est différentes choses. Il y a le fait que on voulait pas alors, même si moi, ça me posait aucun problème, on voulait pas me déclasser, on va dire. Je m'explique, c'est que, en fait, au niveau où j'étais à la Fnac, par exemple, si je prenais la direction d'un magasin Darty, c'est quand même un niveau de compétence qui a un cran en dessous. En tout cas qui était considéré comme un cran en dessous, et on me disait voilà, tu vas t'ennuyer, nous si on fait une mutation, faut que ça vaille le coup, etc. Bien évidemment pareil pour Nature et Découverte, puisque les magasins sont encore plus petits. Et je dis ok, bon, la Fnac de Bordeaux, j'en venais en fait. C'est là où j'avais été formé, il n'y avait pas de poste qui se libérait,
Donc voilà, si tu veux, le truc, c'est que pour pouvoir faire bouger quelqu'un dans un magasin, il faut que quelqu'un d'autre prenne... Enfin, il faut que quelqu'un libère la place. Oui. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et donc, du coup, au mois de juin, ce que je leur ai dit, c'est écoutez, ça va être simple. À ce moment-là, moi, quoi qu'il arrive, en janvier, je serai près de ma femme et de ma fille. Et là, du coup, naît vraiment le... 2020. En janvier 2019, en juin 2019, je leur dis qu'en janvier 2020, je serai près de ma femme et de ma fille. Voilà. Donc en effet, désolé, j'ai un calendrier dans la tête, moi, alors... Et là, non, mais t'as bien fait, sinon c'était pas clair. Et là, en effet, là, l'idée, justement, de trouver un projet qui va me correspondre, un projet entrepreneurial, potentiellement franchise aussi, ce qui sera le projet de départ. En effet, là, l'idée naît, l'idée germe, et je me dis, ok, voilà, faut faire ça. En parallèle, je subis à ce moment-là un harcèlement moral de la part de représentantes syndicales. C'est important de le dire parce que souvent, quand on est cadre, on a tendance à penser que nous, on ne peut pas subir de harcèlement moral. Si, on peut. si, on peut. Et donc, je vais aller voir la médecine du travail. Pour signaler ces comportements et ce harcèlement. Et puis, je vais avoir une discussion avec elle. Et la personne à la médecine du travail va m'expliquer que... de toute façon, si à un moment donné, si le fait de ne pas... si mon équilibre vie pro-vie perso joue trop sur ma vie, sur mon moral et sur ma santé, si je commence à pas être bien, à déprimer ou quoi, en fait, voilà, elle fera le nécessaire, elle, de son côté, pour que le salarié que je suis soit respecté. Et donc, c'est ce qu'elle va faire... C'est ce qu'elle va faire en début 2020 en me déclarant inapte. Pas dans mes compétences, bien entendu, mais inapte dans l'environnement de travail qu'on me propose. Donc finalement, tu t'en vas de la Fnac comme ça. Finalement, je m'en vais de la Fnac comme ça. Et juste après, il y a la pandémie. Enfin, juste après, il y a le confinement. Voilà, alors, du coup, je m'en vais, moi, mais j'ai un projet. J'ai quand même un projet à la base qui est de devenir conseiller pour les TPE-PME en franchise. J'ai l'argent, il fallait 10 000 €, j'ai l'argent de la franchise. Je dois passer, on se rencontre avec le franchiseur et tout, ça matche bien, machin, voilà, on est bien ensemble. Et je dois être formé début avril. Voilà. Sauf que, du coup, Covid. Sauf que. Voilà. Pandémie mondiale que l'on n'attendait pas. Voilà, et du coup, le projet tombe à l'eau. Il tombe à l'eau d'une part parce qu'en fait, les 10 000 € ont servi à renflouer une partie de la trésorerie de notre foyer, puisque Noëlla faisait partie des rares pros de santé, parce qu'il y a quelques catégories de professionnels de santé qui n'ont absolument pas été rémunérés pendant la pandémie, il faut le savoir. Ok, et malheureusement, Noëlla en a fait partie. Dans les chirurgiens dentistes, voilà, mais tous les chirurgiens dentistes, hein, donc il n'y a pas de... Sauf les hospitaliers, ouais. Mais tous les chirurgiens dentistes en libéral ont été touchés. Donc voilà, donc compliqué. Et puis de toute façon, après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ? Entre-temps, j'ai lancé le podcast, je suis arrivé sur les réseaux, j'ai beaucoup parlé de parentalité. Alors justement, moi, tu vas très très vite dessus, mais ouais. Alors comment tu lances un podcast ? Comment tu décides de prendre la parole et de t'appeler, de devenir Papatriarcat et de passer derrière le micro et de créer une émission, tout simplement ? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas mon idée. Voilà. C'est celle de Noëlla. Ouais, en fait, c'est une idée de Noëlla, ma compagne. Parce que, en fait, fin 2019, elle me dit, voilà, en plus, on part ensemble à un moment aux États-Unis en novembre. Et donc, elle me dit, oui, chérie, quand tu parles de parentalité, parce que nous, si tu veux, en termes de parentalité, on avait fait des choix qui étaient à l'opposé de ce que tous les gens autour de nous avaient fait. Donc, on faisait de l'allaitement non écourté, on faisait du portage, on faisait du cododo, on faisait de la diversification menée par l'enfant, on a fait des couches lavables, ensuite on a fait de la HNI, enfin, voilà. Tout le monde, HNI, hygiène naturelle infantile, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Voilà. On était à contre-courant de tout. Et moi, en fait, si tu veux, on se prenait énormément de remarques de la famille, des amis, des collègues. Et moi, si tu veux, à chaque fois, j'expliquais, j'essayais d'y aller avec un peu de pédagogie. Mais en fait, je mettais juste en fonction mes compétences d'accompagnement, si tu veux. Je faisais rien, ni plus ni moins. Oui, et aussi tout ce que tu avais pu lire et écouter, justement, pour te former sur ces sujets-là. Donc, j'avais d'une part la connaissance théorique, et d'autre part, je mettais à profit mes compétences d'accompagnement pour amener les sujets tranquillou.
Et ma compagne me dit, chérie, fais un podcast, c'est bien quand t'en parles en fait. C'est bien quand t'en parles. On n'entend pas de mecs qui en parlent, en plus c'est chiant. Moi, les podcasts de maternité que j'écoute, c'est que des meufs. C'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours un peu gnangnan, voilà quoi. Ok. Et donc elle me dit ça. À ce moment-là, on est fin 2019, si tu veux, et bon, je lui dis, écoute chérie, c'est la fin d'année à la Fnac. Voilà, c'est ma dernière fin d'année, je veux qu'elle se passe bien, parce que moi, j'étais vraiment professionnel jusqu'au dernier jour. Et si tu veux, à ce moment-là, bon, en tout cas, j'ai pas la tête à ça, quoi. Mais elle a planté sa petite graine, quand même, tu vois. Et mine de rien, ça tourne en tâche de fond, tu vois. Ben, même un peu avant, puisqu'en janvier, puisqu'en fait, je suis resté chez moi à partir du 4 janvier 2020. Le premier mois, je suis à fond avec Sarah, voilà, je reprofite, on refait du lien et tout. Et puis, en toute transparence, je me retrouve un peu quand même à me dire, bon, bah, ok, mais je m'ennuie un peu, tu vois, des fois. Ouais. Donc, je me dis, ok, donc février, fin janvier, début février, je commence à me dire, allez, pourquoi pas. Donc, je commence à mettre les sujets dont je veux parler, les choses qui, moi, me tiennent à cœur, etc. J'achète un micro à 20 balles sur le bon coin, où il n'y avait même pas le câble USB pour le connecter. Je me fais un peu plaisir, je contacte Fanny Vella, dont j'admire le travail, pour qu'elle fasse un visuel. Et voilà, et je regarde sur YouTube, sur le site internet, comment est-ce qu'on lance un podcast, etc. J'apprends comment faire du montage un peu sur Audacity via des tutos YouTube, etc. Et je me dis, allez, go, on y va. J'avais jamais mis les pieds sur Instagram, donc du coup, je crée un compte Instagram. Je crée une bande-annonce, et puis let's go, quoi. Et du coup, j'envoie les premiers épisodes à Fanny, qui va les écouter, qui va beaucoup aimer, et qui va me dire, ah, vas-y, on y va, c'est un super projet. Et donc, je lance ça. Pardon, mais... Fanny Vella, celle qui a fait le visuel, du coup, du podcast. D'accord. Et qui fait un travail formidable sur les violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes dans ses contenus notamment, entre autres. Et en fait, c'est son travail qui m'a aidé à comprendre plein de choses. Comme un hobby, en fait. Enfin, c'est mais ça démarre totalement comme un hobby. Ah non, mais c'est absolument pas le projet au début. Enfin, c'est absolument pas le projet. C'est vraiment juste, voilà, je vais me faire un petit épisode par mois, tu vois, un truc tout chill. Sauf qu'en fait, bah écoute, y a des gens qui écoutent. J'ai des choses à dire. Dès le début, il y a eu des gens qui ont écouté ? Oui, alors après, si tu veux, c'est toujours pareil. Je crois que le premier mois, j'ai dû faire quelque chose comme 3000 écoutes. Ah la vache, mais c'est énorme. Bah écoute, moi je sais pas à ce moment-là. Moi en fait, si tu veux, il faut se rendre compte que je n'ai aucune mesure de quoi que ce soit. Moi je suis là en mode YOLO, Ouais. je lance un podcast, je m'appelle même pas podcasteur à ce moment-là, tu vois. Oui. Moi c'est juste, je lance un podcast, tu vois. Allez viens on papote, machin. Il se trouve Et que... tu fais un épisode par semaine, du coup. À la base, moi je voulais faire un épisode par mois. Il se trouve plusieurs choses que... donc quand je lance ce podcast, j'ai ma bande-annonce. J'ai 5 épisodes d'avance, tu vois, j'avais quand même pris des notes sur comment bien lancer un podcast. Et puis il se trouve que pendant la pandémie, il y a plein de gens dont j'adore le travail, je pense à Noémie Delette, je pense à Mayan Querc, qui se retrouvent eux aussi à rien foutre. Et qui se trouvent à être très disponibles. Et du coup, je me dis, tiens, si je tentais de faire une interview, tu vois. Donc je commence à avoir un invité, une invitée, etc. Et puis en fait, ça va prendre. Ça va prendre et puis... Ouais, ça fait un effet boule de neige, puisque vu que tu interviews des personnes qui sont peut-être suivies, qui ont une communauté, ça va ramener encore plus de monde vers Papatriarcat. Et il y a forcément un moment, du coup, où c'est en plein dans le Covid, les gens ont, entre guillemets, rien d'autre à faire que d'écouter des podcasts et de s'informer. Et... J'apprendrai plus tard qu'en effet, le monde du podcast a une belle visibilité, en tout cas, il y a une belle projection. Il a explosé pendant la pandémie. Pendant le confinement, donc voilà. Il y a ça qui se passe, il y a le fait que je suis un mec, il y a le fait que voilà, je suis un mec et apparemment je parle pas en disant que je sais tout, etc. Donc ça a l'air de plaire. Et voilà, donc on avance comme ça. Et puis finalement, si tu veux, je me retrouve un peu à me dire, bon, le projet... entrepreneurial tombe à l'eau pour les raisons que j'ai évoquées. Ouais. Mais même en fait, à ce moment-là, je me rends compte, en ces quelques mois, de l'effet qu'a le podcast sur les gens. Je me retrouve à parler avec énormément de personnes sur Instagram qui disent voilà le bien que ça fait, etc. Et je me dis, est-ce que vraiment, mon projet de vie, c'est ça, c'est de reprendre ce projet entrepreneurial pour que des gens qui gagnent déjà de l'argent puissent en gagner plus.
Ou est-ce que, Oui. visiblement, je peux essayer de faire quelque chose qui va faire changer la société, un petit peu, je sais pas, à mon échelle. En tout cas, changer les choses pour mes enfants, enfin, à ce moment-là, pour ma fille. Euh, et je me dis, allez, pourquoi pas. En même temps, je suis au chômage. J'ai droit au chômage. C'est pas je Ok. prends des vacances. Ouais. J'ai droit au chômage. J'ai quand même cotisé. J'ai travaillé depuis mes 19 ans. Hmm. J'ai droit Du à coup, ce c'est temps-là de un filet de chômage, tu vois. sécurité assez rassurant pour toi Et c'est un filet de pour te sécurité lancer et voir voilà, si Papatriarcat ça prend. Parce que qui en tu as tout pu cas le est suffisant. monétiser à partir de combien de temps ce podcast? Alors là, donc il est lancé en mars. Je vais le monétiser en septembre 2020. 2020. Là où je vais passer chez Acast, à ce moment-là, je suis à 15 000 écoutes par mois, à peu près. Ok. Et voilà, et j'en parle. Et moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est voilà, moi, je veux juste rentrer dans mes frais, quoi. Ouais. Le podcast me coûtait 80 euros Tu par mois. intègres une régie du coup Ouais, publicitaire. j'intègre T'as Acast, c'est une pas de régie pub. sponsor comme une grosse boîte qui te sponsorise à Non, l'année ou au non, trimestre. non, pas du Ok. tout. Et pour tout te dire, je sais même pas que ce modèle-là existe à ce moment-là. Je veux dire, Oui, t'apprends sur le tas. voilà, Et exactement. les J'apprends abonnements, tu totalement les sur as le tas. sortis quand d'ailleurs? Parce que j'ai vu que tu proposes des abonnements pour le podcast. Ça m'a d'ailleurs étonné, j'avais jamais vu ça. C'est un truc qu'a proposé Acast. Alors culturellement, ça prend pas des masses, hein, faut pas se mentir. C'est pas Ouais, trop la c'est très culture en américain France comme du modèle. podcast. Ouais, c'est très très américain. Donc on verra d'ailleurs comment ça finira ou pas. Mais les abonnements, je les lance en 2022. Ok. En Donc quand même 2022. Je quelques sais temps plus après quand. Ouais, avoir quelques temps après, développé ouais. le podcast. Je crois que c'était pour la Et saison j'ai 3. envie de... Donc septembre 2020, tu intègres une régie publicitaire. Le podcast est à 15 000 écoutes par mois. Ouais, Sur Instagram aussi, ça décolle pas mal. ouais. Quand est-ce que tu te dis, OK, là, il y a peut-être un écosystème de contenu à créer parce que depuis, tu as quand même rédigé et publié 2 livres. Donc, tu as aussi développé d'autres projets annexes. Quand est-ce que là, tu dis, OK, Papatriarcat, c'est plus qu'un podcast. C'est tout un écosystème. Je me le dis pas. Ouais, tu le fais. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que déjà en juin, donc je reviens un peu en arrière après la pandémie. Donc à ce moment, j'ai la réflexion sur je veux aider les gens. Bon, j'ai un master, je sais que voilà, j'ai une formation de coaching. Ok. Que ce soit en entreprise, dans le milieu sportif ou quoi. Voilà, j'ai différentes formations de coaching qui sont que je peux faire valoir, etc. Bon, il y a un truc qui s'appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique, que j'aime bien. Donc j'aime bien l'approche, qui me faisait un peu de l'œil même quand j'étais en entreprise. Et je me dis, tiens, je vais me former. Donc je me forme. Je me forme pendant plusieurs mois. Je précise aussi pour les gens qui nous écoutent, et même si je risque de ne pas me faire des copains et des copines dans les praticiens et praticiennes de la PNL, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'approche que propose la PNL et quelques techniques. Mais non, la PNL n'a rien de magique. La PNL a été éprouvée scientifiquement et dans sa grande majorité, voilà, les techniques n'ont pas forcément l'efficacité qui est présentée, à part 2-3 techniques qui ont d'ailleurs été reprises en psychologie, par exemple, comme la visualisation ou des choses comme ça. Donc je me forme à ça. Je fais aussi un travail de formation sur le sujet de ce qu'on appelle l'enfant intérieur, la reconnexion aux émotions, etc. Je fais ça sur une plateforme anglaise, enfin, qui est internationale, parce que je trouve rien en français, parce que ces sujets me touchent, parce que ces sujets m'intéressent. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, je pourrais raconter. Du podcast, Voilà. du coup. Et je me dis, parce que je me dis, bon, le podcast, imagine demain, il n'y a plus personne écoute, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, je me dis, peut-être que je peux essayer de me lancer. Tu prépares quand même tes arrières. Voilà. Ouais. Dans une activité de coaching, donc je me forme à ça pendant plusieurs mois en parallèle. Donc j'intègre Acast en septembre 2020, je commence à faire une première saison 2 avec l'épisode avec André Stern qui explose et qui fait monter les écoutes plutôt autour des 35 000, 40 000 écoutes mensuelles, etc. Donc voilà, on commence à avoir un truc qui prend bien. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le podcast, par mois, il me rapporte peut-être 150, 200 euros, tu vois, grand max. Hein. Ouais, avec la régie, du coup. Avec la régie. Avant le sponsoring, ouais. Voilà. Okay. Et il va falloir attendre juin 2021 pour que mon premier sponsoring avec McDo, truc de ouf. Ah, d'accord, c'est drôle ça, c'est le... Ouais, c'est le retour à la boucle est bouclée, quoi. Exactement, c'était très drôle. Enfin, c'était pour les livres dans les Happy Meal. Et du coup, voilà, le premier sponsoring, premier contrat d'un mois, 3 600 euros, et où je me dis, ok, on peut gagner de l'argent. Alors, je te dis une bêtise, pardon, j'ai eu un premier sponsoring en février 2021 avec innovation en éducation pour 1 500 euros.
Ouais, donc voilà. déjà, Mais c'est déjà, je me dis, premier, ok, on peut faire rentrer un peu de sous quand même. ouais, plus que les 150, 200 euros Ouais. que permettent la régie de Acast. Et donc moi, mon job, ça va être de développer ça, développer les écoutes, de développer les formats. Et en effet, je vais tout apprendre sur le tas. Et en fait, si tu veux, les livres, en fait, ça a jamais été mon projet. Je m'explique. Début 2021, 3 maisons d'édition me contactent. C'est vrai que, je vais dire simplement, le podcast a eu un an, donc le 9 mars 2021. Et je me rappelle très bien que quand j'ai lancé ce podcast, Noëlla était tellement enthousiaste, tellement encourageante, tellement derrière moi, si tu veux. Elle était vraiment à fond en mode ça va cartonner et tout. Et moi, je lui avais dit, tu Et sais, elle avait chérie, raison. moi, je lui avais dit, tu sais, chérie, si en un an, on a fait 1000 écoutes sur le podcast et 500 abonnés sur Instagram, je serais déjà content. Bon, il se trouve qu'en un an, on a fait 275 000 écoutes sur le podcast et qu'il y avait 20 000 abonnés sur Instagram. Ah ouais. Tu vois, donc, en effet, c'était pas tout à fait pareil. Et donc, j'ai 3 maisons d'édition qui m'approchent, qui me disent, oui, Cédric, vous êtes un mec génial, on veut faire un livre, raconter votre parcours de papa, raconter le mec incroyable que vous êtes. Et si tu veux, je leur dis, excusez-moi, je crois qu'on s'est pas bien compris, c'est pas du tout le projet. Et c'est pas mon message, donc j'ai dû être vraiment très mauvais dans ma communication si vous pensez que je vais faire un livre à ma gloire. Parce que c'est pas du tout ce que je ressens, c'est pas du tout comme ça que je me perçois. Et donc, non, c'est pas du tout ça que je veux faire, quoi. Et je leur dis, si jamais vous voulez des mecs qui s'autocongratulent en permanence, vous inquiétez pas, allez sur les réseaux sociaux, vous allez en trouver. Mais ce sera pas moi. Et une de ces maisons d'édition, donc, qui est First, revient à la charge au printemps. Je les envoie un peu bouler d'abord. Désolé, Rosemary et Lucie. Et elles me disent, non mais attendez, juste on se prend le temps, on fait une réunion et puis on verra après vraiment. Ok, on fait une réunion. Et là, en fait, elles m'expliquent qu'elles veulent proposer un guide pour les pères. Et là, ça fait tilt. Et elles me disent, on veut que vous parliez aux pères. Ben ça fait tilt, mais en même temps, j'ai jamais écrit de livre, tu vois. Enfin... Oui, et peut-être que tu t'es dit, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ce type de guide-là ou légitime, non. dit, Je me suis pas trop posé la question parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a vraiment saoulé quand je suis devenu papa, c'est que les guides pour les pères, t'avais soit des trucs techniques pour dire comment changer une couche, ou des trucs hyper lourds, hyper médicalisés, ou alors des trucs qui se foutaient de la gueule des pères, en mode très très humoristique, en mode de toute façon, le père... En fait, c'est l'occasion de changer justement la donne, quoi. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc. C'est pour ça qu'on appelait ça un guide de développement paternel, pour aider les pères à trouver leur paternité en sortant un peu des sentiers battus de ce qu'on peut trouver à droite à gauche. Et donc, elles m'ont dit, ouais, on veut que vous fassiez un livre qui va parler aux pères. Et donc, elles me demandent de faire un plan. Donc, je fais un plan détaillé. Ensuite, elles me demandent de faire les 10 000 premiers signes. Je fais les 10 000 premiers signes. Là, on est au mois de juillet à peu près. Et fin juillet, elles me disent, écoutez, vraiment, ça nous plaît, on y va, quoi. Et donc, je dois rendre le manuscrit pour le 15 octobre 2021. Et je vais commencer, comme il y a mes vacances en août avec la famille, je décide de pas travailler. Alors, tu vois, ça tourne un peu en tâche de fond, mais je décide de pas travailler et je commence à écrire début septembre. Ou dernière semaine d'août. Donc, j'ai écrit le livre en un mois et demi. Ah ouais. Ouais, et 250 000 signes. Le financement du livre, enfin le financement, plutôt la rémunération, c'est intéressant parce que j'ai interviewé une illustratrice il n'y a pas longtemps qui m'expliquait un petit peu que elle avait été rémunérée avec un avaloir et ensuite c'était, entre guillemets, tant qu'elle n'avait pas vendu un X nombre d'exemplaires, elle ne touchait pas effectivement de revenus sur la vente de livres. Toi, comment est-ce que tu c'est as pareil, négocié en fait. le deal pour le livre? C'est pareil, c'est des droits d'auteur. Okay. En fait, si tu veux, donc du coup, j'ai découvert ça aussi. Et c'est pour ça que les gens qui pensent qu'on croit énormément, qui croient qu'on gagne beaucoup d'argent parce qu'on a sorti un livre ou deux livres, non. Ouais, absolument pas. Absolument pas, surtout sur une niche comme la parentalité, tu vois. On est très loin des sommes qui peuvent être versées, je sais pas, à un Marc Musso ou une Virginie Camaldi, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien de chez rien à voir. C'est quand même drôle parce que dans le podcast, tu reviens à ton premier employeur qui est McDo. Ouais. Et ensuite, tu reviens au monde de la culture, un peu de la Fnac. Et c'était très rigolo. J'imagine que tu as dû faire des dédicaces à la Fnac en plus après, peut-être. Et c'était très... Alors j'ai fait des dédicaces chez Cultura, mais en tout cas, j'ai fait des tours à la Fnac de Bordeaux pour en parler. Et, c'est très drôle, ça. Et c'était chouette, ouais. Et si tu veux donc...
pour revenir sur ta question par rapport à... Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire les chiffres. Je pense que j'ai le droit de dire combien d'argent j'ai touché, mais pas les pourcentages, peut-être. En fait, si tu veux, moi, très concrètement, quand j'ai signé le contrat, j'ai touché... L'avaloir, c'était 3 000 euros pour Tu vas être papa. L'avaloir, c'était 3 000 euros. J'ai demandé à des gens qui avaient déjà écrit des livres, petite dédicace à Soline Bourde-Vervissière, qui m'avait aidé et donné son aide à ce moment-là, qui me dit, franchement, c'est ton premier livre, personne te connaît, c'est plutôt honnête. Ok, j'y vais. Donc 3 000 euros, et ces 3 000 euros sont versés en 2 fois, donc c'est 3 000 euros bruts, je précise, puisque dessus, il va y avoir des cotisations sociales qui vont être prélevées. Avant les impôts, des cotisations sociales. Et si tu veux, c'est versé en 2 fois. Une fois à la signature, une fois à la remise du manuscrit, complète du manuscrit. Donc 2 fois, on va dire, ça devait faire 1 100 euros, quoi. Je crois que tu perds 800 euros sur le... j'ai dû perdre 800 euros sur les 3 000. Quelque chose comme ça, à peu près. Et ensuite, si tu veux, on va te dire, bon, bah, de temps à temps exemplaires vendus, tu touches tel pourcentage. Alors, moi, c'était plutôt... Alors, comme j'ai pas le droit de dire le chiffre précis, on va dire entre 3 et 9%. Voilà. Donc, c'est une fourchette comme ça. Donc, tu vois, c'est très peu quand même. Le livre se vendait à 12,50 €, je le rappelle. Et en fait, si tu veux, l'avaloir qu'on t'a donné, c'est une avance sur droit d'auteur. C'est-à-dire que les droits d'auteur, ensuite, ça va être calculé, mais au mois de juin de l'année suivante. Et imaginons... Alors, moi, j'avais calculé que pour commencer à toucher des sous sur mes droits d'auteur, il fallait que je dépasse 5 000 exemplaires vendus. Puisqu'en fait, les 3 000 euros, par rapport à ce que je touchais en tant qu'auteur, ça couvrait 5 000 exemplaires vendus. Voilà. Et alors, donc, t'en as vendu combien d'exemplaires? J'en ai vendu... Là, en tout, on doit être à 12 000, je crois. C'est un best-seller. Et il est sorti en 2021 ou 2022? Il est sorti en 2022. Il y a une réédition là, cette année en 2024. Et ouais, on a 12 000. Donc en un an, on en avait vendu 9 000 la première année. C'est bien. En fait, j'ai appris du coup que... Tu vois, finalement, pour un livre où tu disais « personne me connaît 9 000 exemplaires en un an », c'est pas mal quand même. Bah écoute, du coup, j'ai appris que en parentalité, quand tu dépasses les 3 000 exemplaires, par exemple, c'est considéré comme une très bonne vente. Donc, du coup, j'étais très content. Après, voilà, tu vois, c'est un titre de fond. C'est un titre de fond qui intègre les catalogues de ce qu'on appelle le fond en librairie. Finalement, ça t'aide aussi à faire prospérer le podcast, puisqu'il y a en tout cas, il y a Cédric Rostin de Papatriarcat. Donc... T'as la promo du livre, et puis t'as la promo du livre aussi. C'est surtout ça, en fait, qu'on va chercher. La vérité, c'est ça, c'est que tu vas chercher aussi la promo du livre. Donc, tu passes un message, t'as la promo du livre. T'as aussi une certaine compétence sur certains sujets. Tu vois, très concrètement, sur l'histoire des paternités, là, j'ai ma BD Papa Sapiens qui est sortie le 6 juin dernier. Sur l'histoire des paternités, j'en sais probablement plus que énormément de gens dans la population générale. Et c'est vrai que ça permet, si tu veux, de développer derrière des formats conférences. Voilà. Là, tu vas développer d'autres formats, etc., en t'appuyant sur cette crédibilité que tu as acquise avec ce travail fourni pour la rédaction d'un livre. Donc oui, c'est là que c'est intéressant. Mais en tout cas, tu fais pas des livres pour l'argent. Le livre en soi ne rapporte pas. Mais ce qui est vachement intéressant dans ton parcours, c'est que tu as monté les échelons, on va dire, dans des grands groupes, dans des grandes marques très connues, jusqu'à devenir manager, jusqu'à reprendre tes études. La maternité et puis ce facteur, malheureusement, du coup, de harcèlement, c'est ça qui ont été un peu les déclics pour faire une pause, en tout cas. Peut-être pas te lancer directement dans le podcast, mais... Et finalement, en fait, à partir de cette envie moi, j'ai appris plein de trucs, et tu sais quoi, j'ai envie de les partager, tu as réussi à créer tout un écosystème de contenu, et en plus de lancer une activité de coach, du coup, à côté. Et alors, ça, tu as réussi à tout combiner, parce que finalement, tu avais quand même pas mal de... Les contenus, il faut le préciser, ça prend du temps aussi à bien sûr. Bien sûr, ça prend du temps, mais je pense aussi que c'est important de rappeler que j'ai aussi la chance d'être entouré de gens et de rencontrer des gens. Je pense par exemple, dans le milieu du podcast, je pense à Fabrice Florent, qui est quand même monstrueux sur la création de contenu audio, qui a les podcasts Histoire de Daron, de Daronne, Histoire d'argent, Histoire de mec, etc., ancien créateur de Mademoiselle. Et ce sont des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont tendu la main, qui sont humainement incroyables. Je pense à Élise aussi de Prenons un café, qui
qui avait plus d'ancienneté que moi dans le monde du podcast. Et si tu veux, je suis aussi tombé donc, sur ce groupe de podcasteurs. On s'est vraiment beaucoup entraidés et on se le rendait. Donc ça, c'était chouette. Et pareil aussi, encore une fois, sur le plan personnel, est-ce que tout ça n'aurait pas été possible si ma compagne n'avait pas elle aussi pris... Bien sûr. C'était pas organisé autour de ça. Si les grands-mères qui nous filaient des coups de main, parce qu'il faut se rappeler que ça arrête en instruction en famille aussi. Donc si nos relais locaux avaient pas pris, avaient pas été là, tout ça aurait pas été possible. Tu vois, c'est important de se rappeler ça aussi, que il y a aussi cette combinaison de facteurs qui permettent d'avoir les mains libres pour mener ces projets-là. Est-ce que tu penses que tu entreprends différemment parce que tu es papa? Alors oui, bien évidemment que oui. Et non seulement, alors d'une part, j'entreprends différemment parce que je suis papa, mais d'autre part, j'entreprends différemment parce que je défends un modèle de paternité aussi. Ça, c'est important de le rappeler. Parce que, tu vois, je sais pas si toi, tu sais quelque chose que tu ressens ou pas, mais tu vois, moi j'habite à Bordeaux, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Que ce soit dans le milieu de la culture, de l'influence ou même dans le milieu du podcast et dans les médias. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Et bien souvent, si tu veux, le fait de répondre, en fait, là, je peux pas parce que je suis avec ma fille. Ou là, je peux venir, mais il y aura ma fille, qui est quelque chose qui est en fait la paternité que j'incarne, c'est-à-dire avec l'enfant qui fait place. Ça m'a fait passer à côté de plusieurs choses, tu vois. Donc oui, tu entreprends aussi de manière différente parce que j'ai fait ce choix de pas être... on en voit des gens qui sont aussi papas, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font énormément de choses, qui créent des marques, qui font plein de conférences tout le temps, qui font des événements sportifs, qui sont partout par monde et par Vaud, et qui, par ailleurs, pour beaucoup, certains vont finir par se séparer de leur ils le diront après, tu vois, de leur partenaire, et parce qu'en fait, ça va plus, parce qu'ils sont jamais là. Et je pense que au-delà de ça, au-delà de la paternité pour moi et le modèle de paternité que je défends, c'est-à-dire là pour ces enfants, que tout ne repose pas sur notre partenaire de vie, que donc la mère dans le modèle hétéronormé, ça veut aussi dire qu'on va refuser des choses potentiellement. Ça veut aussi dire qu'à un moment, notre carrière, c'est pas le premier sujet. L'argent qu'on peut ramener, c'est pas le premier sujet. Et notre ego n'est pas le premier sujet. C'est-à-dire qu'on on fait partie de l'histoire, mais on n'est pas le héros de l'histoire. Et donc, bien entendu, que ça joue sur la façon dont on va entreprendre, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que grandir avec un parent entrepreneur versus grandir avec un parent salarié, il y a une différence quand on est un enfant ? En termes de vous, ce que vous pouvez inculquer, en termes de rôle, de modèle, de valeur moi, j'ai connu le salariat aussi pendant 15 ans de carrière, tu vois, donc... oui, mais du coup, tu n'étais pas encore papa. J'étais pas encore papa. Mais je pense que c'est important de goûter aux deux. Mais tu sais, peut-être que je reviendrai dans le salariat après. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir des situations qui me permettent. Moi, mon projet de vie, c'est pas d'être papatriarcat, c'est pas d'être entrepreneur. Moi, mon projet de vie, c'est de pouvoir accompagner mes enfants dans les meilleures conditions possibles par rapport aux valeurs qui sont les nôtres avec ma compagne et moi. Voilà. Donc c'est ça le projet de vie. C'est un mais oui, mais c'est important. De vie. Mais c'est important, si tu veux, parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, j'accompagne, comme je te dis, en coaching, des entrepreneurs et des entrepreneuses vrai, qui par ailleurs se sont lancés sans établir de feuille de route et tout. Et c'est important quand on veut créer une entreprise, quand on veut savoir pourquoi on fait les choses, de faire une feuille de route. Et souvent, ça les étonne parce que je leur dis, on va se projeter à 3 ans, et quelle est votre vision, en fait ? C'est-à-dire, dans 3 ans, vous voulez quoi ? Et souvent, tu vois, des fois, on parle, tu sais, ce sont des gens qu'on voit beaucoup sur LinkedIn avec ouais, je vais avoir fait tant de chiffres d'affaires et tout, mais ça, en fait, les chiffres d'affaires, les machins, les trucs, c'est juste des indicateurs. C'est pas ça une vision dans une vie, en fait. C'est pas ça qui nous donne envie de se lever le matin. Tu sais, on parle de l'ikigai et tout, moi, ce sont des sujets que je maîtrise. C'est pas ça la motivation quotidienne. Si notre motivation quotidienne pour se lever le matin, c'est de faire plus de chiffres d'affaires que la veille, bah déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va sûrement mal vivre les échecs qu'on peut connaître dans le parcours entrepreneurial, très mal les vivre. Mais si on commence à avoir comme vision, moi dans 3 ans, ce que je veux, c'est avoir la possibilité, tu vois, là actuellement ma fille maintenant elle est scolarisée, donc ça va être avoir la possibilité de pouvoir aller chercher ma fille tous les soirs à l'école, de l'amener tous les matins à l'école s'il y a besoin,
d'avoir du temps avec elle à la sortie de l'école pour discuter, pour jouer, pour vraiment avoir ce rôle de parent, de pouvoir être là le mercredi, de pouvoir être là les week-ends. Voilà. Et en même temps, de pouvoir avoir une certaine sécurité dans ma tête par rapport aux finances, etc. C'est ça plutôt une vision, tu vois. Là, je te dis ça comme ça, mais bien sûr, il faudrait quelque chose de plus précis. Et ça, en fait, ça te donne envie de se lever le matin. Parce que, et bien sûr, ça, ensuite, tu vas te découper en objectif à l'année, ensuite en plan d'action, etc. Bon, voilà, je vais pas faire ça en direct, mais voilà. Et ça, moi, j'accompagne des gens là-dessus. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'à partir du moment où on met vraiment ça en perspective, où on n'est plus en train de se dire, voilà, je veux de l'argent, je veux être le premier, je veux être la première, je veux... Ça, ce sont des valeurs d'un monde qui aujourd'hui crée de l'inégalité sociale et qui crée de la souffrance au travail, que ce soit dans les salariés, dans le salarié ou dans l'entrepreneuriat. Il est là le sujet pour moi. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on se sent bien. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais c'est vrai que tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent si ceci, si cela. Oui, mais en fait, ça va m'apporter quoi à moi dans mon équilibre, tu vois, dans mon écologie à moi. Ouais, c'est pas ta vision, en tout cas, de la vie. C'est pas ma vision. De ton plan de vie Et attention, je respecte les gens qui ont une vision qui va amener, en effet, d'être le premier, la première, etc. Oui, mais en soi, encore une fois, ça, c'est pas une vision. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de concilier la vie d'entrepreneur et de père ? Surpris. Enfin, s'il y a quelque chose qui t'a surpris. Alors, en fait, j'ai pas été très surpris. Voilà, c'était ce à quoi je m'attendais. J'ai été incroyablement surpris plutôt par ma vie de père. En effet, quand j'étais en instruction en famille avec Sarah, ça a été 2 années merveilleuses, fatigantes, hein, bien sûr, hein, éprouvantes, hein, mais d'émerveillement quotidien, d'être totalement aligné avec ce que je voulais faire, quoi. Donc tu l'as fait finalement, cette instruction à la maison avec Sarah pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant que tu développais du coup le podcast. Exactement, et que j'écrivais des livres et que je faisais des conférences et machin et tout. Et Sarah, elle m'a vu, je partais en conférence avec Sarah, et Sarah qui était là, et je disais, bon, mais écoutez, il y a ma fille qui est là, donc je vois qu'il y a d'autres enfants là, donc les enfants pouvaient jouer. Et ça, c'est un truc qui m'arrive vraiment. C'est son cours de culture générale. Ouais, par exemple, tu vois, mais en plus, tu vois, elle rencontre d'autres enfants, voilà, ça discute, etc. Et ça permet aussi, tu vois, comme moi, je laisse ma fille être là, faire du bruit et jouer. Les autres parents qui sont venus avec leurs enfants aussi vont être là, vont faire du bruit et vont jouer. Et eux, ça va les détendre totalement, tu vois. Sur, mon Dieu, faut pas que mon enfant fasse de bruit. Si, laissez-les jouer, c'est bon. Des fois, il y en a même qui sont venus sur scène, à qui j'ai passé le micro et tout, tu vois. Donc, mais encore une fois, tu vois, c'est ça, c'est casser quelques codes pour servir et pour incarner, pour être aligné dans son projet de vie, ça fait un bien fou. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est quoi les prochaines étapes pour ton business, enfin pour Papatriarcat Là, tu viens de sortir un livre en juin. Ouais, Papa Sapiens, tout à fait. Alors, je tiens quand même à préciser que là où il y a eu un grand changement quand même... Oui, ma chérie. Vas-y. Je tiens à préciser quand même que là où il y a eu un grand changement entre salariat et entrepreneuriat, ça a plutôt été sur l'arrivée de bébé Lucas. Parce que du coup, j'étais salarié pour le congé paternité de Sarah. Et j'avais cette sécurité du salarié. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait là-bas, au magasin, en fait, il y avait des gens pour gérer. Du coup, par contre, en entrepreneuriat, même si j'ai réussi à réduire mon activité, je dirais, entre 10 et 20%, j'ai pas réussi à être en totale inactivité, quoi. Donc, oui, c'est vrai, ça, Lucas il est né en février, là, je crois que nos filles sont 1 jour d'écart, de ce que j'ai vu. Nos garçons, ouais. Donc tu sors tout juste, entre guillemets, de ton congé paternité, ou enfin, en tout cas, c'est encore tout récent, quoi. Ouais, donc je suis encore en pleine passe pour ça, complètement. C'est-à-dire que j'ai encore un beau sommeil de merde, ouais. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous les deux dans la régression des 4 mois, là. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un beau défi. Mais là aussi, si tu veux... Et t'as fait comment, du coup, pour cette fois, pour ton activité ? T'as pu préparer, en fait, l'arrivée de Lucas, automatiser certaines choses ? Tout à fait. Et j'imagine aussi prendre un peu de recul et lâcher prise sur d'autres sujets. L'arrivée de l'IA, quand même, notamment sur le podcast, puisqu'il y a des chouettes IA, quand même, qui aident le podcast. L'arrivée de l'IA m'a pas mal aidé à alléger mes tâches. Ensuite, ce que j'ai fait, pendant novembre, décembre, enfin, surtout décembre, janvier, j'ai turbiné comme un malade, puisque Lucas donc, est né début février, et si tu veux, mi-février, pardon, mon dernier enregistrement, ça devait être fin janvier,
et j'ai tenu février, mars, avril, mi-mai, jusqu'à mi-mai avec les enregistrements que j'avais d'avance. Ah ouais, et tu sors Donc, un épisode par semaine. Ouais. Ok. Et ben là, tu vois, au moment où on En enregistre, j'ai une dizaine d'épisodes d'avance pour la rentrée de septembre et je devrais finir juin avec 14-15 épisodes. Ok, tu sors pas d'épisode cet été ? Non, enfin, j'ai quelques épisodes là qui vont finir jusqu'à la mi-juillet à peu près. Et ensuite, ça va être des rediffs jusqu'à début septembre. Tu t'es organisé en fait pour ce second congé paternité en tant qu'entrepreneur cette fois pour et là, si tu veux, très concrètement, créer au max du contenu et préparer l'arrivée de Lucas pour là vraiment pouvoir déconnecter quand il sera là. Et souvent, on me dit, c'est quoi tes projets 2024 ? Ben, mon projet 2024, qui est inscrit dans ma feuille de route, tu vois, d'entreprise, c'est accueillir mon bébé. Donc, j'adore. Il est là le sujet. Et oui, mais tu vois, c'est vraiment important parce que... non, mais c'est vrai, c'est important. On a commencé cette interview avec ton parcours et tout. Mais en fait, le parcours qui est en train de se faire aussi, c'est toujours pareil, c'est penser... Arrêtons, quand on parle de nos parcours de vie, de penser à la carrière qu'on fait, au chiffre d'affaires qu'on développe, etc. C'est comment est-ce que tu te sens aligné avec tes valeurs, avec ce que tu proposes, avec ce que tu incarnes, comment est-ce que tu te sens, toi, dans tes désirs de vie. Et tu vois, mon projet 2024, donc, c'est réussir à accueillir un bébé comme on le souhaite. Est-ce qu'il y a des projets qui se greffent à ça ? Ma foi, c'est possible. Il est possible qu'au moment de mon interview, j'ai une réunion 2 jours après avec mon éditrice et que peut-être qu'on va faire des choses. Mais dans tous les cas, si tu veux, pareil, là, j'ai refusé tout projet qui devait se faire dans l'urgence, par exemple. Voilà. Mon éditrice, elle m'a demandé autre chose. Elle m'a dit, est-ce que tu penses qu'on peut boucler ça pour la fin de l'année ? Je lui ai fait non, certainement pas. Là, j'accueille Lucas. Donc, soit on signe et on se dit que c'est pour printemps 2025 que je dois rendre le manuscrit, soit on signe pas. Voilà. En tout cas, c'est un très beau projet. Oui, c'est ça. Donc, mais tu vois, encore une fois, il y a d'autres choses que les chiffres d'affaires, que le nombre de prospects, que machin. Tu vois, quand je regarde LinkedIn, des fois, ça me désole. Ça me désole de voir... J'adore parce que tu es mon premier papa sur le podcast. Et alors, je le précise, je ne suis pas un podcast féminin. Je veux donner la parole à tous les parents qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je suis très contente qu'on ait pu avoir cette discussion avec toi. Et notamment, c'est super intéressant parce que tu es carrément à l'opposé de mon feed LinkedIn avec tous les serial entrepreneurs qui sont en mode j'ai fait X euros de revenus ce mois-ci. Donc, c'est cool de montrer une autre vision de l'entrepreneuriat, une autre vision de la paternité, de montrer que les deux sont pas incompatibles. On peut avoir une ambition, mais que l'ambition, en fait, c'est pas que... c'est bien parce que tu dis l'an dernier, c'est... En fait, on peut être ambitieux, et pas seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa vie, en fait, tout simplement. Vouloir bien gérer l'arrivée d'un bébé et... Tu sais souvent, là, les discours dont on entend parler chez les coachs... dans une catégorie de coach sur les réseaux et tout, et qu'on peut voir sur LinkedIn, c'est l'abondance, tu vois. Générer l'abondance, machin. Et bien sûr que les gens te parlent d'argent, de gloire, de machin. Mais moi, tu vois, j'ai l'abondance de l'amour, en fait. J'ai l'abondance de l'amour avec ma compagne, j'ai l'abondance de l'amour de pouvoir être là avec mes enfants. Et cette abondance-là, pour moi, elle a une valeur qui est inestimable. Donc, et ce que je fais dans ma feuille de route ne sert que cette vision-là. Donc voilà. Magnifique. C'est une superbe note pour terminer ce podcast et cette interview. Merci en tout cas Cédric pour ton témoignage très puissant sur Biz & Bibs. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et une très belle arrivée à Lucas. S'il te plaît Lucas, essaye de ne pas trop galérer avec la régression des 4 mois pour que ton papa et ta maman et ta petite sœur, ta grande sœur, puissent se reposer. Je vais dire la même chose à mon fils qui a un jour de décalage du coup avec... Bon courage. avec Lucas. Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.